Bonjour. On n'a pas énormément de temps ensemble et on m'a déjà très bien présenté. Je vous remercie de l'accueil. Alors, si vous permettez, je commencerai tout de suite. Puisqu'on est en campagne électorale, je vais commencer en citant un politicien. Je ne le cite pas tout à fait tel quel. Il a dit « Il ne faut pas se mettre la tête dans l'autruche ». J'aurais pu vous citer un sportif aussi, puis vous dire que je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais je pense que c'est comme ça qu'on s'enduit d'erreurs, mais là, c'est un peu trop. Et, vous savez, la légende veut que l'autruche, quand elle a peur, elle se mette la tête dans le sable. Hein, puis on le sait, c'est faux. Hein, une autruche qui a peur, ça court très, très vite. Mais je pense que quand on a peur d'avoir peur, c'est là qu'on se met la tête dans l'autruche. Ça prend toutes sortes de formes, ça. Ça peut être, on ne veut pas tout à fait savoir les résultats de ce qu'on fait, comme ça on peut peut-être continuer de les faire. Ça prend toutes sortes de formes. J'ai donné une définition plus claire à ça. C'est, dans le fond, célébrer l'implantation d'un moyen malgré l'absence d'un objectif précis et mesurable. Ça a l'air un peu abstrait encore. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret, que vous connaissez très bien. Le TBI, le TNI. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein, on s'est dit, on va acheter des TNI, on va en mettre partout. Autruche, tête. Pourquoi? C'était quoi l'objectif quand on a choisi d'installer des TNI partout? Qu'est-ce qu'on poursuivait comme objectif? Est-ce qu'on voulait rehausser la robustesse didactique du personnel enseignant? Est-ce qu'on voulait que les élèves soient plus habiles, qu'ils réussissent mieux? Si c'était ça, c'était quoi notre mesure? Fait que vous voyez ce genre de flou un peu par rapport aux objectifs. J'ai un peu l'impression qu'on l'a fait avec l'ensemble de l'intégration des technologies depuis longtemps. Ça a l'air un peu pessimiste, ce que je vous dis là. Je vous assure, je ne suis pas un pessimiste. J'ai songé un temps partir un club de pessimistes, mais je me suis dit que ça ne fonctionnerait probablement pas. Alors, je suis resté un optimiste. Si on veut sortir de cette position-là, d'avoir la tête dans l'autruche, et puis que les proctologues ornithologiques sont somme toute assez rares, il va falloir se retrousser les manches puis faire le travail nous-mêmes. Heureusement, ça prend des choses relativement simples, accessibles, mais complexes à la fois. Ça prend trois choses, en fait. Ça prend du courage, du sens critique et de l'humilité. Ça prend du courage parce qu'il faut être capable de poser les questions difficiles à poser. Les questions qui ne nous font pas d'amis, les questions qui font fâcher des fois nos collègues. Quand on est en train de songer à intégrer une technologie en particulier en classe, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va changer véritablement dans les pratiques pédagogiques, didactiques? À quoi l'élève va être plus compétent ou à quoi le prof va être plus compétent? Vous voyez un peu déjà, ça s'achatouille, ça, ce genre de questions-là. Ça prend du sens critique aussi parce que c'est très facile de tomber dans les deux extrêmes de la louange ou de la raillerie, de l'anathème. Hein, on est dans une période où justement les gens, on échange beaucoup sur les expériences qu'on a et on a parfois tendance à célébrer l'échange. Comme si les idées, parce qu'on les avait partagées, étaient toutes bonnes. Puis on se réserve un peu notre sens critique, on le garde un peu pour nous plutôt que de le partager. Et vous le savez très bien, avec plein de bénis oui-oui, on n'avance pas et on n'avance pas non plus avec des oui-mais. Quand quelqu'un vous dit oui, mais, soit dit en passant, vous pouvez savoir que cette personne-là, vous l'avez un peu déstabilisée, habituellement. C'est une façon de dire un non mou, finalement. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde, on prenne 4 enjeux importants par rapport aux technologies en ce moment, 4 tableaux distincts, et puis qu'on essaye un petit peu de se trouver des façons de sortir la tête de l'autruche là-dedans. J'ai mis l'acronyme anglais pour BYOD parce que les acronymes français ne me satisfont pas. ASAN, ASEC, PAP, ça rime à rien. Mais éventuellement, on n'aura plus besoin de l'acronyme. Hein? On n'en a pas un pour apporter votre propre crayon, alors il n'y a pas de raison d'en avoir un pour apporter votre propre appareil. Je veux parler aussi, si les élèves amènent leur appareil en classe, peut-être bien qu'un jour, ils vont les amener à la salle d'examen aussi. Alors, la place des technologies en situation formelle d'évaluation, le développement professionnel du personnel enseignant, la place des technologies là-dedans, puis je vais parler un petit peu de l'école de demain si ça vous chante. Et on va faire ça en explorant des choses qu'on tient parfois pour acquis. Et c'est très, très, très difficile de prendre conscience de ce qu'on tient pour acquis
C'est Sir Ken Robinson qui l'a dit le mieux, justement parce qu'on le tient pour acquis. Alors, je vais commencer avec le premier tableau, le BYOD, où le concept, où les élèves amènent chacun leur technologie à l'école. Vous souvenez-vous du temps où quand vous vous branchiez à Internet, vous ne pouviez pas recevoir d'appels téléphoniques? Oui. Quelle année à peu près? Avez-vous une idée? Dites la même année que moi, s'il vous plaît. 98, 97. Moi, j'ai mis ça en 97. En 97, la technologie ressemble à ce que vous voyez en avant. Une télé haut de gamme, là, ça, c'est une 32 pouces écran plat. Le 32 pouces, c'était pour l'écran, pas pour la profondeur, mais pourtant, entre les deux, vous voyez un petit Palm Pilot. Ça coûtait 400 $. La télé, en passant, coûtait 1600. 400 pour un Palm Pilot qui n'existe plus du tout, 1500 pour l'ordinateur qui est à côté. Je suis allé voir sur un site d'un grand détaillant d'ordinateur. J'ai pris le premier ordi portable qui m'a montré sur la liste 500 $. C'est 100 fois plus performant que cette machine-là. À ce moment-là, on est en train d'écrire le renouveau pédagogique. C'est à ce moment-là que le renouveau pédagogique est en rédaction. Avant Wikipédia, avant YouTube, avant Twitter, avant le iPhone, avant le iPad en 2010. Steve Jobs, début 2010, était un petit peu déprimé parce qu'il lisait des articles de journalistes technologiques qui disaient « iPad, le nom n'est pas bon, un gros iPod Touch, qui a besoin de ça? Maintenant, c'est ordinaire, tout le monde en a. Ça coûte entre 300 et 900 $. Ça peut aller très cher si on prend toutes sortes d'options. Mais on est capable d'avoir une tablette Android pour moins de 200. Si vous sacrifiez une caméra, de la vitesse, vous pouvez l'avoir en bas de 100 $. Mais là, tu sais, la tablette là, qui est dans la vitrine là, de la chaîne de pharmacie, là, prenez pas ça. C'est pas bon. Mais pourquoi je vous parle de prix comme ça? Est-ce qu'on est en train de se créer des besoins? Moi, je pense que non. Vous savez, il y a très, très, très longtemps, il y avait la radio qui est arrivée dans le salon des ménages. Les gens se réunissaient autour de la radio pour écouter des radioromans. C'était du divertissement. Ils écoutaient les nouvelles, s'informaient sur le monde. Il y avait les nouvelles de la guerre qui rentraient par la radio. Ça a été remplacé éventuellement par la télé. Je ne vous fais pas une leçon d'histoire, vous connaissez tout ça. Mais maintenant, c'est cet appareil-là, c'est la tablette qui est en train de jouer ce rôle-là. Et si avant, on se réunissait autour de l'appareil, bon, à un moment donné, il y a des gens qui ont eu chacun leur télé dans leur chambre, mais là, on a un appareil qui est très, très, très personnel, qui est personnalisé. On met les chaînes qu'on veut, on a nos photos, nos vidéos, on a nos choses dessus. Et ça change la donne beaucoup, tellement que la pyramide des besoins de Maslow, vous vous souvenez de ça, elle avait l'air de ça en 1943. Et puis maintenant, elle a changé un peu. Il y a un nouvel étage en dessous, le Wi-Fi. Et ça... Et ça donne bien, vous allez me dire, parce que les deux premiers étages, on est capable de les combler à la même place. Hein? Ça explique pas ceci. J'ai Wi-Fi haute vitesse chez moi, mais ça explique pas non plus pourquoi c'est difficile d'avoir là. C'est pas encore fait. Bon, quand je rencontre des patrons des technologies de l'information, ils me disent « Non, ils ne ressemblent pas à ça ici. Hein? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand je rencontre des patrons des technologies de l'information, ils me disent « C'est pour bientôt. » Évidemment, c'est pour bientôt. On ne peut pas s'imaginer que l'école ne sera pas connectée Wi-Fi pour les élèves. Dans 100 ans, vous ne l'imaginez pas de même. Je ne l'imagine pas comme ça dans 20. Dans 7, c'est sûr, c'est réglé. C'est peut-être même réglé en dedans de 2 ans, ça. C'est vers là qu'on s'en va. Voyez-vous le postérieur de l'autruche en train de se poindre ici? C'est comme... Ah. C'est quoi l'objectif ici? Est-ce que c'est de faire en sorte que les élèves aient accès à un appareil en tout temps, à la maison, à l'école? C'est pas un objectif, ça. C'est un moyen. Est-ce que l'objectif serait plutôt à ce moment-là que les élèves aient accès à Internet, à la maison, à l'école, sans fil? C'est pas un objectif non plus. Ce sont des moyens pour rehausser la cohérence pédagogique de ce qu'on fait. Ce que je veux dire par ça, c'est que, dans le fond, on veut que les élèves utilisent les mêmes outils de la même façon qu'on les utilise dans le vrai monde. On veut que les élèves apprennent comme dans le vrai monde. Vous savez, de toutes les personnes qui regardent la vidéo sur Internet en ce moment, le Pew Internet Research aux États-Unis a sorti le chiffre, 57% des gens regardent des vidéos pour apprendre. C'est 85 pour la comédie, là. Mais 57 pour apprendre, c'est énorme. C'est une grosse chaîne, là, maintenant. Pour ça,
il ne faudra pas commencer à utiliser des outils flambant neufs pour faire la même vieille école. Il faut voir ça autrement. Ces outils-là ne servent pas à ça. Je vous montre un outil ici qui est un peu un petit piège là-dedans. Les chariots de iPad ou de portable, à mon avis, peuvent nous jouer un vilain tour. Pourquoi? C'est le prof qui doit habituellement réserver. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, là. Ah, mais c'est généralement le prof qui doit réserver le chariot. Quand le chariot est en classe, après ça, c'est le prof qui décide quand est-ce qu'on sort les machines du chariot. C'est la DTI ou la direction qui a un peu décidé qu'est-ce qu'il y avait sur les machines. C'est pas l'élève qui peut le décider au fur et à mesure, dire j'ai besoin de telle appli, je me le télécharge. C'est standardisé, uniformisé. Et généralement, on s'en sert pour faire tout le monde la même affaire en même temps. À un peu remplacer certaines activités qui se faisaient peut-être autrefois papier, en les faisant maintenant électroniques. Vous avez sans doute entendu parler du modèle SAMR. Moi, je trouve qu'il y a des trucs comme ça, comme un chariot, dans le fond, qui nous poussent un peu à rester en bas, justement. Parce qu'on est resté attaché un peu à cette tradition-là. Il faut viser plus haut, aller vers la modification, aller vers la redéfinition des tâches pour qu'elles soient plus cohérentes avec le monde dans lequel on vit. Beaucoup de gens me disent, Marc-André, il faut faire des petits pas. C'est quand les gens font des petits pas, correct. Des petits pas, ça se fait pendant quelques années. Un bébé ne fait pas des petits pas pendant 15 ans. Yang Zhao le dit beaucoup mieux que moi, je vous le traduis. Il dit, il faut accepter en tant que pédagogue que la technologie, c'est pas un choix. Et elle n'a pas été créée pour nous permettre d'enseigner ce qu'on enseignait avant, ni même comment on enseignait avant. Ça change la donne fondamentalement, ça change le type d'activité pédagogique qu'on fait. Et c'est pour ça que l'intégration des technologies, c'est pas un objectif. Si ce l'était, si l'objectif c'était que les gens utilisent l'ordi ou la tablette, ben à ce moment-là, c'est Apple et Google qui paieraient nos salaires. Mais c'est pas eux qui payent nos salaires, c'est le ministère qui paie nos salaires. Notre objectif, c'est le développement de compétences. Je vous apprends rien en vous disant ça, là, mais qui fait que l'intégration d'éthique est un moyen et non pas un objectif. Ça, des fois, notre tête se rapproche de l'autruche un petit peu là-dedans. Alors, je vous propose une question clé, une question antithèse dans l'autruche. Quand on considère une nouvelle technologie qu'on souhaite intégrer dans la classe, il faut se poser la question, quel genre d'utilisation on voit? Quelque chose qui est plus purement scolaire? Quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on ferait dans le vrai monde? Évidemment, vous comprenez que je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais à ce moment-là, on va mesurer ça comment? Là, il y a toutes sortes de choses. On pourrait dire, est-ce que les élèves sont plus motivés? On l'entend très souvent, celui-là. C'est bien, c'est correct que les élèves soient plus motivés. Mais dans le fond, la chose que je trouve la plus importante parmi ces choix de réponse-là, c'est d'augmenter le niveau de réalisme des apprentissages. Parce que toutes les autres choses vont être des corollaires de ça. C'est plus motivant quand c'est plus réaliste. C'est plus... il y a plus de chances qu'on ait des meilleurs résultats aussi aux examens. Là, vous allez me dire, j'ai mis une astérisque à ça. C'est une grosse affirmation, celle-là. Parce que nos examens, ils ressemblent un petit peu à une préparation pour jouer à des jeux questionnaires télévisés encore. Je vais y revenir. Mais je veux faire une petite nuance aussi avant d'aller plus loin. Il y a une grande distinction quand on pense à permettre aux élèves d'amener leur technologie en classe, à faire entre permettre la technologie et l'exiger. Moi, je veux qu'elle soit permise, la technologie. Je ne veux pas exiger que tous les élèves aient surtout pas la même machine, s'en servent au même moment, etc. Mais l'exiger, ça ferait juste nous ramener dans l'uniformisation. On aurait switché une uniformisation pour une autre. On aurait remplacé une pour une autre. Il n'y a pas d'avantage à ça. Le fait de permettre la technologie, c'est pour nous, ça devrait être un levier justement pour la différenciation. Il y a des gens qui travaillent mieux d'une façon et d'autres mieux avec d'autres outils, d'autres ressources. Et là, vous allez me dire, OK, c'est beau, on fait ça en classe, arrive l'examen, qu'est-ce qui se passe? L'élève qui a tapé ses textes tout le long, puis arrive à l'examen, puis là, il faut qu'il écrive ça à la main. Autre tableau, la place des technologies en situation formelle d'évaluation. Avant de parler d'évaluation, je pense qu'il faut se rappeler un petit peu le concept de compétence. Hein? La définition, vous la connaissez, savoir agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Qu'est-ce qu'on voulait dire par un ensemble de ressources? Moi, quand je pense à un ensemble de ressources, je pense à un vaste ensemble de ressources. Jamais dans ma tête traverse l'idée d'avoir un ensemble limité de ressources.
Quelqu'un de compétent, il fait appel à un vaste ensemble de ressources. Je pense aussi à des ressources usuelles, pas des ressources qui sont purement scolaires. Une calculatrice à affichage graphique, personne ne se sert de ça à l'extérieur des écoles. C'est quasiment une machine qui a été inventée pour les écoles. Les ordinateurs étaient trop chers, on va inventer ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser qu'un ordi, mais bon, ils vont être capables. Et on continue d'en vendre, ce qui est quand même étonnant. Je pense aussi à un ensemble de ressources modernes. Là, ça fait faire mal au cœur. Des fois, je fais fâcher le monde, c'est pas exprès, hein? C'est pas méchant. Mais un dictionnaire papier, c'est maintenant une ressource obsolète. En fait, il est obsolète quand il est publié, parce que la langue a déjà un petit peu changé. Et puis maintenant, si vous demandez à quelqu'un qui gagne sa vie à écrire, il ne se sert pas d'un dictionnaire papier. Il ne se sert pas non plus d'un dictionnaire électronique pas branché à Internet. Il se sert des outils qui sont directement accessibles sur sa machine. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Tout récemment, d'ailleurs, j'étais dans une rencontre, il y a une direction qui dit, en formation générale des adultes, elle dit, je suis obligé de montrer, mes profs sont obligés de montrer aux élèves à chercher dans un dictionnaire. Mais je dis, mais faites pas ça. C'est plus comme ça qu'on cherche. On est capable des fois de dire le mot, puis on le trouve la définition, encore bien plus aidant dans le fond. Quand on ne sait pas comment orthographier le mot, le trouver dans un dictionnaire papier, un peu plus difficile. Alors, quand on parle compétences, on parle d'un vaste ensemble de ressources modernes et usuelles, tout ce que vous voyez là. Des livres, papier ou pas, des pinceaux en poils ou en pixels, des personnes ici ou ailleurs, incluant tous les outils informatiques. C'est ça le vaste ensemble de ressources modernes et usuelles. Pas retourner dans l'espèce de grande noirceur quand arrive l'examen, les ressources limitées, obsolètes et purement scolaires. Qu'est-ce qui arriverait? Si on prend justement des questions d'examen, et j'ai regardé les examens de juin 2013, 4e secondaire, secteur des jeunes, et si on regarde, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les questions tiennent encore la route si on permet la technologie dans ces examens-là? Alors, j'ai regardé, je vous fais des modifications des questions, parce que j'ai signé des papiers, j'ai pas le droit de vous communiquer les questions. Si je le fais, la SQ débarque et m'arrache un poumon, je pense. Alors, première petite question en mathématiques. Les profs de maths, vous n'avez pas le droit de répondre tout de suite. Laissez les gens souffrir un peu. Alors, on parle ici de coefficient de corrélation. Il y a 4 choix de réponse. Si vous n'êtes pas prof de maths, les chances sont que ça ne vous dit rien. Me trompes-tu? Oui. Hein? Ça ne vous dit rien. Fait que moi, j'ai cherché sur ma tablette, puis j'ai trouvé un article sur Wikipédia qui m'a donné la réponse. Je n'ai pas suivi le cours, mais j'ai été capable de trouver la réponse. Qu'est-ce que ça me dit de ce genre de questions-là? Si on tient absolument à conserver ce genre de questions-là, il va falloir faire en sorte, par exemple, que les élèves ne puissent pas tricher. S'ils ont accès à leur technologie, ils vont chatter ça. Hey, question 1, réponse C. Pour ceux qui voulaient savoir. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, si on a permis la technologie à l'examen, c'est aléatoriser les questions. C'est un mot que j'ai inventé pour parler de la possibilité de dire si tu as une corrélation faible, ben, ça peut être une corrélation forte. Je peux changer les choix de réponse. Je peux changer laquelle est la bonne réponse. Et voilà, Xavier a droit à un examen différent de Yasmine à côté. Peut-être que l'autre option, par exemple, c'est peut-être la meilleure dans un cas comme celui-là, c'est peut-être de supprimer ce genre de questions-là. Hein? Si mon téléphone est capable de me donner la réponse en dedans de quelques secondes, que je suis même capable de dicter la question puis il me trouve la réponse, peut-être que c'est plus le genre de question qui vaille la peine d'être posée. Exemple en histoire. Qu'est-ce qui a motivé la construction du chemin de fer transcanadien? Vous savez, ça, c'est une question à choix de réponse invisible, qu'on appelle ça. Il y en a juste une bonne réponse, là. Mais j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé 10 200 000 choix de réponse. Ça fait A, B, C, D, E, Z, 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 Z. C'est ronflant, vous me diriez. Et en fait, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que si l'élève est capable de mobiliser les ressources, parmi 10 200 000 résultats, de trouver une source crédible qui donne la bonne réponse, pour moi, c'est tout aussi valable que de le retenir par cœur. Parce que c'est bien plus ça dont on a besoin aujourd'hui que quelqu'un qui fait une encyclopédie de lui-même, puis qu'une fois l'examen passé, fait une remise à zéro, comme on faisait sur la calculatrice à affichage graphique. Question de science. Là, vous voyez des joules, des watts, des hertz, des volts. Aïe, 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 aïe. J'ai cherché. Je suis allé voir, j'ai trouvé une page sur Allo Prof. Mais savez-vous, je regarde la page, puis elle m'aide pas tellement plus. Si je comprends pas le concept au départ,
la technologie ne me dépanne pas tant que ça. Parce que si c'était encore du chinois pour moi quand je regarde ça, ben, je ne serais pas plus aidé en trouvant la référence. La technologie ne m'a pas permis de tricher ici. Mais encore une fois, si on garde ce genre de questions-là, si on les conserve dans nos examens, il va falloir les aléatoriser. On ne veut pas que Xavier plagie sur Yasmine, mais idéalement, dans le fond, on est mieux d'intégrer ces questions-là dans des tâches plus complexes. Bon, c'est une lutte qu'on a perdue. Peut-être que ça reviendra. Exemple en français. Il y en a qui avaient hâte que j'arrive au français. Écrire un article qui explore le courage et le tact nécessaires pour exprimer une opinion impopulaire. Moi, je la trouve superbe, cette question-là. Moi, c'est le genre de choses que j'aime en plus. Tu sais. C'est encore une variation, là, mais c'était dans le genre. Moi, je vous disais, je viens de la FGA, mais je travaille en FGA maintenant depuis un certain temps, puis il y a des salles d'examen. Dans les salles d'examen, vous pouvez voir des affiches comme celle-là. Vous n'avez pas le droit d'oreillette, pas le droit de téléphone, pas le droit de caméra. J'ai eu une suggestion, moi, pour changer cette affiche-là. Ça pourrait interdire le 21e siècle. Et puis, je l'ai écrit en comics en MS exprès pour que ça ne fasse pas sérieux. Tu sais. Alors, la consigne pour le surveillant, c'est celle-là. C'est que si l'élève est surpris à avoir de la technologie avec lui, au moment où il écrit un examen comme ça, c'est ses idées propres. C'est ses idées à lui. S'il y a une caméra vidéo avec lui, ou s'il y a une oreillette, il est sorti et il a 0. La solution, c'est quoi ici? C'est qu'il faut reconnaître qu'écrire à l'ordinateur, c'est pas tricher. On est juste en train d'appliquer quelques règles qu'on connaît. L'ordinateur va nous aider un peu. Il va nous donner un petit peu de feedback qui nous permet d'écrire mieux, mais c'est mobiliser une ressource encore. Puis vous savez, on ne peut pas se cacher derrière la technologie quand on est incompétent à quelque chose, surtout en langue. Ça, c'est une étiquette que j'ai trouvée sur un pantalon dans un grand magasin où des pantalons wrinkle-proof deviennent preuve de rides. Où le stain release devient libération de taches. No fade, ne fanez-vous non. Puis Cool Effects Wicking, ils ont dit, c'est Cool Effects Wicking. Ils n'ont pas changé celui-là, ils ont dit, ça doit être pareil. On n'est pas capable, la technologie ne nous permet pas de se sauver de notre incompétence. Alors, les objectifs à poursuivre, c'est quoi? Est-ce que c'est de trouver des moyens de verrouiller la technologie pour éviter que les élèves trichent? Moi, là, j'ai rencontré quelqu'un, à un moment donné, qui était tout content. Il dit, on a trouvé une façon de barrer les lecteurs MP3. Les élèves ne peuvent pas faire rewind dessus maintenant. Quand il y a un examen d'écoute, ils ne peuvent pas reculer. Mais qu'est-ce que ça change? Dans une approche par compétence, moi, que l'élève recule, recommence, il n'y aura pas de temps. Il va manquer de temps pour terminer son examen. Il n'aura pas prouvé le niveau de compétence qu'on voulait vérifier. Il ne faut pas célébrer le fait qu'on ait trouvé une façon de contourner une règle qui, en soi, est mauvaise. Trouver un dictionnaire à télécharger sur un iPad puis dire « vous n'aurez pas droit à Internet pendant l'examen » pour avoir cherché ce dictionnaire-là, on est en train de contourner une mauvaise règle. Il faut casser la mauvaise règle. Ce qui veut dire un petit peu changer nos pratiques évaluatives. Permettre aux élèves à besoins particuliers d'avoir la technologie dont ils ont besoin, WordQ ou d'autres technologies comme ça. Merveilleux, excellent. Objectif incomplet. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'eux. Dans la vie, ce n'est pas juste les personnes à besoins particuliers qui ont droit à la technologie. J'y ai droit, vous y avez droit, on s'en sert. Tout le monde s'en sert. En fait, il faut rehausser la cohérence en évaluation, tout comme j'en parlais tantôt par rapport à la pédagogie. Il faut utiliser les outils et laisser les élèves utiliser les outils, de la même façon qu'on le fait dans le vrai monde, et être évalués comme c'est fait dans le vrai monde. Quand j'ai des rencontres de développement de compétences avec mon patron, il ne me dit pas, Marc-André, non, je ne veux pas voir tes vidéos, là, fais-moi des acétates, je veux que tu écrives ton texte à la main, puis ça va toi un dictionnaire papier et d'un Becherel. Ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'il vérifie mon niveau de compétence. Il dit, je veux que tu parles à personne, là. Valide surtout pas tes textes avec d'autres personnes. Mais voyons, c'est ça, être compétent. J'espère, du moins. Je pense aussi que ça nous aiderait à se débarrasser des questions trichables, googlables, téléphone intelligentable. Si le téléphone est capable de répondre, pourquoi je pose la question, tout simplement. Ça, c'est quelque chose, j'ai eu un atelier avec Gervais Sirois il y a de ça 15 ans, quand j'étais à Marguerite-Bourgeois. J'accompagnais des profs du primaire dans le temps. Puis il a dit, en éducation, on a tendance à accorder de l'importance à ce qui est facilement mesurable, au lieu de trouver des façons de mesurer facilement ce qui est réellement important. Tu sais, le décompte
c'est classique, là, on les connaît, puis on a une espèce de lutte dans nos pratiques d'évaluation qui bascule entre un mode et l'autre. C'est pas simple, mais je pense qu'il faut définitivement, à un moment donné, mettre l'accent sur trouver les façons de mesurer ce qui est réellement important. Puis le plus comique, c'est que dans nos documents d'encadrement, nos documents légaux, l'espace est là. Ça, c'est un extrait de la politique d'évaluation des apprentissages. On vous dit qu'il faut que les instruments d'évaluation rendent compte de la complexité et de la diversité des apprentissages. Il faut que les instruments de mesure le fassent, les instruments d'évaluation doivent le faire, comme c'était le cas en classe. L'environnement de l'examen ne devrait pas être tellement différent de l'environnement de la classe. Les ressources devraient être les mêmes. Puis, si vous regardez la loi sur l'instruction publique, vous ne trouverez pas non plus de passage qui vous dit l'examen doit être avec un crayon à mine, puis une tête, puis un papier peut-être, des notes écrites à la main. Même question, en fait, semblable, antithèse dans l'autruche par rapport à l'évaluation. Bien justement, quand on est en train de considérer que les élèves puissent peut-être amener leur technologie en salle d'examen, bien, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de barrer des affaires puis de rendre ça purement scolaire, ou que ça ressemble effectivement à ce qu'on fait dans le vrai monde. Mais somme toute, ça ne devrait même pas nous déranger. Parce que moi, quand je veux vérifier, si je veux savoir si quelqu'un est compétent, c'est pas moi qui vais déterminer les ressources qu'il prend. Il va prendre les ressources qui, lui, sont pertinentes. Les vôtres vont être différentes des vôtres, qui vont être différentes des vôtres, qui vont être différentes des miennes. Et c'est tout à fait correct. Comment on va mesurer l'effet de ça? On va se dire, les élèves vont peut-être être moins stressés, mais dans le fond, vous voyez les choix de réponse qui sont là. Moi, je reviens au même, c'est le niveau de réalisme, la plausibilité des tâches. Plus ça va ressembler à des choses qui sont authentiques, plus on gagne. Plus on gagne. Et encore une fois, on risque d'avoir peut-être des meilleurs résultats aux examens s'ils sont cohérents avec ça. Il faut tout simplement, dans le fond, remplir ce fossé-là. Il ne faut plus qu'il existe entre l'école et la vie. C'est pas préférable, à mon avis, d'interdire la technologie comme on le fait en ce moment, puis de permettre des questions un peu inutiles, disons. J'aime bien mieux permettre la technologie, puis interdire les questions qui deviennent un peu caduques à cause de la présence de la technologie. Il y a toujours un oui mais dans ces affaires-là. Hein? Oui mais. Là, il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'acheter une tablette ou un ordinateur portable à leur enfant. C'est tout à fait vrai. Et il y a des gens qui me disent, en plus, là, ça va créer des avantages. L'élève qui a la tablette, lui, il va être capable de trouver son mot en 3 secondes dans son dictionnaire électronique ou sur Internet. Il va être capable de comparer des définitions, il va être capable de dire « Hey, ça, c'est mieux que celle-là ». Puis l'élève qui prend son dictionnaire papier, ben lui, il en a pour 1 minute. C'est pas juste. Et c'est drôle, il y a d'autres choses qui n'étaient pas justes depuis toujours. Il y en a qui ont une mémoire photographique et d'autres non. Ceux qui rentrent à l'examen avec la mémoire photographique, on leur fait pas une remise à zéro, on dit « Hey, c'est pas juste. Toi, tu as une mémoire photographique, puis lui, il n'en a pas. Faut te l'enlever. » C'est un non-sens. Hein, quand je parle comme ça, ben, ça se peut-tu que pour différentes personnes, justement, qui ont peut-être moins de mémoire, d'être capable de consulter l'immense mémoire collective qui est Internet, peut-être que c'est correct, du moment que c'est efficient. C'est ça qui demeure. L'autre option, dans le fond, dans tout ça, les écoles ont un petit peu d'argent pour acheter du matériel à chaque année. Imaginez maintenant qu'elles achètent, je sais pas, une trentaine de tablettes comme ça. Des tablettes performantes, mais pas nécessairement le plus haut de gamme qu'il y a sur le marché, quelque chose de bien, quelque chose de potable. Elle en achète un certain nombre et elle les prête aux élèves à long terme. Les élèves ont le droit d'aller à la maison avec, c'est leur tablette. Puis il y a une liste d'attente. On crée une liste d'attente, puis les élèves qui n'ont pas les moyens, puis qui veulent avoir une tablette, bien, quand on sera capable d'en acheter d'autres, ils auront la leur. Peux-tu vous dire qu'il y a des chances que les listes de cadeaux de Noël changent? Le moment que les gens vont saisir que « Hey, j'ai le droit à ça à l'école, j'ai le droit de ne plus me casser le bicycle sur les affaires qui me ruinent des fois, mon estime personnelle et tout ça, puis là, je vais avoir le droit de me servir des ressources comme on le fait dans le monde », ça se peut que des gens s'en dotent. Ça se peut que des gens fassent des sacrifices. Mais on ne souhaite pas ça. Moi, si on est capable d'en acheter à tout le monde, on y va là, ça coûte beaucoup moins cher d'abord que ce que les ordinateurs coûtaient dans le temps. L'autre gros oui mais là, Marc-André, là, il y a des profs là, qui sont pas tous à l'aise avec ça. Là. Il y a des profs moins habiles que d'autres avec la technologie, puis qui risquent d'être un petit peu embêtés par tout ça. Comment ça se fait qu'il y a encore des profs comme ça? Je sais que c'est pas vous, là. Moi, on m'a dit ici, là, c'était toutes les... Alors,
Prochain tableau. Développement professionnel du personnel enseignant. Qu'est-ce que les TIC viennent faire là-dedans? Quand un élève commence sa première année, et puis qu'il fait le parcours normal jusqu'en 5e secondaire, il a vu dans sa carrière étudiante 55 profs. Un titulaire par année au primaire, quelques spécialistes, 9 profs par année au secondaire. Il y en a qui revoient, des fois il est content, des fois il l'est moins. Mais il a vu à peu près 55 profs. Selon vous, là, pensez à vos collègues. Là. Quel pourcentage de ces profs-là, ou combien de ces 55 profs-là, exploitent très habilement les technologies d'un point de vue pédagogique et didactique? Quand je fais la distinction de pédagogie et didactique, quand je dis didactique, c'est vraiment quand le prof enseigne. Se servir d'outils qui permettent de rendre les explications plus claires, plus concises, plus agréables. Pédagogique, quand on met ça dans les mains de l'élève. Combien de profs sur les 55, vous diriez? Un? Wow! C'est pas beaucoup. De toute façon, vous me dites pas 100% d'emblée. Vous me dites pas 100% d'emblée. Je pense que c'est lié à ça. Je vous laisse lire cette petite citation-là. L'élève anonyme, c'est moi. Mais vous imaginez très bien un enfant dire ça. Vous vous imaginez très bien vous-même dire ça. Quand quelque chose nous passionne, quand on aime quelque chose, on l'apprend. Quand ça nous embête, c'est très difficile, ça prend énormément de temps. J'explique ça de la façon suivante, moi. Ça, c'est ma vision de l'apprentissage. En fait, on apprend ce qui est à la rencontre de ce qu'on veut apprendre, de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on a besoin d'apprendre, et ce qui nous procure du plaisir à apprendre ou que le fruit de l'apprentissage soit agréable. Par exemple, apprendre à conduire, pas particulièrement le fun. Savoir conduire, liberté, autonomie, c'est agréable. Le fruit de l'apprentissage est agréable. On apprend définitivement ce qui se trouve dans l'œil du centre, là, il n'y a pas de danger. S'il y a quelque chose qui est là pour vous, vous allez l'apprendre. C'est sûr. À l'école, on dit, ce que tu veux apprendre, ben écoute, c'est ces 9 matières-là. C'est les 9 mêmes depuis 300 ans, c'est comme ça. Ce que tu peux apprendre, ah, tu es en 3e secondaire, ah, ben tu as compris tout ce qu'on avait vu en 2e secondaire et avant, tu peux. Ce que tu as besoin, ben tu en as besoin pour le diplôme d'études secondaires. C'est pas une question, c'est une non-question. Puis le plaisir, c'est la chose sur laquelle on travaille le plus fort. Il faut travailler fort, s'il vous plaît, pour essayer de ramasser tout le reste qui ne fit pas nécessairement. Je pense que c'est comme ça pour n'importe quel apprenant, un adulte y compris. Mais nous, on apprend comment? J'aimerais ça avec vous juste regarder un petit peu les formes traditionnelles d'apprentissage. Encore une fois, pensez à vos collègues et pensez à ceux qui, en ce moment, sont en train de lire un livre pour être un meilleur pédagogue. Et pas un roman, là, un livre pour être un meilleur pédagogue. Pas un livre qui est imposé par l'université s'ils suivent un cours, vraiment là, de leur propre chef. Quelque chose sur les sciences cognitives, la pédagogie, la didactique. Ceux qui pensent qu'il y a au moins 5% de leurs collègues qui sont en train de lire un livre comme ça, levez la main gauche à peu près là. Okay. Non, ça se peut, ça se peut. Ceux qui pensent qu'il y en a au moins 15% qui lisent, ben là, il n'y en aura pas beaucoup plus, hein? Je m'en allais me rendre à 50%. Si vous pensez qu'il y a 50%, faites ça de même, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, là. C'est pas mauvais de ne pas lire des livres. C'est souhaitable, mais c'est pas mauvais de ne pas lire des livres. Ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est que ce n'est plus le mode de choix. Hein, les gens ne sont pas en train de lire des livres pour leur développement professionnel. Mais la grande majorité des gens vont à des grands colloques. Vous en avez un ici en ce moment, mais c'est occasionnel, ça arrive une fois de temps en temps. Il y en a des plus gros à part de ça. Il y a des colloques internationaux où il y a 20 000 personnes. Ça, c'est bien rare les gens qui ont l'occasion d'y aller. Il y a les cours universitaires, encore une petite portion, puis là, je ne parle pas des gens qui s'en vont suivre le cours pour devenir directeur ou qui sont en train de faire le cours pour être légalement qualifiés s'ils ne l'étaient pas avant. Je parle des gens qui s'en vont à l'université pour devenir des meilleurs pédagogues, meilleurs didacticiens. C'est plutôt rare. La chose que tout le monde fait, c'est participer à des ateliers. Ça c'est la pause atelier du bonhomme qui est là. Tout le monde participe à des ateliers. Il y en a qui sont imposés à tout bout de champ. C'est ça leur problème. C'est qu'ils sont faciles à compter. Pour une direction, c'est facile à gérer, ça, de dire, OK, tout le monde, il y a un atelier, telle affaire, c'est fait, c'est réglé, les gens l'ont vu, et moi, je peux passer à autre chose maintenant. C'est pas toutes les directions qui voient ça comme ça, évidemment. Mais par rapport à la vision de l'apprentissage dont je vous parlais tantôt, on peut se questionner sur la motivation des gens qui arrivent dans ces formations-là, que ça ne leur tentait pas, ça va-tu fonctionner?
Les gens, ça peut arriver que ce soit à l'extérieur de leur zone proximale de développement. Ça se peut qu'ils ne soient pas prêts pour la formation qui est donnée. C'est pas parce qu'on a tout un baccalauréat en enseignement qu'on a tout le même bagage. On a eu des expériences différentes, on a eu des formations différentes. Mon patron s'est inspiré de Gervais Sirois pour l'exprimer comme ça. Lui, il dit, est-ce qu'il faut accorder de l'importance à ce qui est facilement gérable quand on pense au développement professionnel? Ou au contraire, est-ce qu'il faut trouver des façons de gérer plus facilement ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui est important? Moi, je veux que les profs aient plus de contrôle sur le contenu, sur le choix de développement professionnel qu'ils font, et je veux qu'ils aient davantage d'alternatives, autant sur la forme que sur la livraison. C'est pas obligé d'être un atelier, c'est pas obligé d'être un livre, il y a toutes sortes d'autres façons maintenant. Cette responsabilité-là de la formation, des fois on se trompe un petit peu, on se demande à qui ça revient. Est-ce que la responsabilité incombe à la commission scolaire, au ministère, aux universités, à la direction d'établissement? Quand on regarde la loi sur l'instruction publique, l'article 22, ça dit, c'est à nous, je m'inclus là-dedans, là. Il est du devoir de l'enseignant de prendre des mesures appropriées qui lui permettront d'atteindre et de maintenir un haut degré de compétence professionnelle. Si c'est à nous, je m'inclus là-dedans, là, je vais être CP, pour moi, c'est la même loi. Si c'est à nous que ça revient, je vais faire mes choix. Je vais faire mes choix dans un cadre. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de me former il y a des sujets pour lesquels ça ne serait pas pertinent. Il faut que j'ai cet entretien-là avec ma direction. Un entretien pédagogique avec ma direction, on va se fixer un objectif. Mais je peux-tu choisir les moyens et peut-être même choisir le moment? Moi, c'est ce que je fais constamment. Je me sers de YouTube. J'ai des chaînes de prédilection. Je regarde TED. J'ai développé la chaîne DevPro. J'enregistre les conseils des meilleurs pédagogues à travers la province. Puis on en fait des belles petites capsules vidéo, 3, 4, 5, 6 minutes. Peut servir de tremplin pour une discussion pédagogique après. Vous pouvez jaser de ça avec vos collègues, vous faites ça un dîner, ou quand vous voulez. Je me sers de Twitter. Je suis connecté avec des gens à travers la planète. Il y a des bons francophones, il y a des bons anglophones, il y a peut-être plus d'anglophones. Hein? Il y en a plus sur la planète, fait que c'est un peu normal qu'il y ait un petit peu plus d'interlocuteurs anglophones que francophones. Si vous comprenez l'anglais, profitez de leurs bonnes questions, leurs bonnes réflexions à eux aussi. Puis, plus récemment, je me sers de Pinterest aussi. Je collige mes références préférées pour le développement professionnel. Je me fais des tableaux avec des vidéos qui m'ont renversé, qui ont changé ma perception de certaines choses sur différents sujets. Puis, vous pouvez aussi suivre des pédagogues intéressants qui font la même chose. Ça, c'est tout plein de ressources. Ces gens-là, là, je les ai jamais rencontrés en personne, à part un. Je les rencontre pas, ils ne sont pas dans mon environnement, et pourtant, ils m'inspirent fréquemment. Les grands penseurs en pédagogie, sur la vision de l'école, etc., on est capable d'avoir leur contenu à tout moment maintenant. Donc, moi, j'ai besoin de me faire reconnaître ce temps-là où je suis en train de faire du travail de développement professionnel. Est-ce que l'objectif, quand on parle de développement professionnel, c'est de donner de la formation aux gens à l'utilisation d'une technologie en particulier? Moi, je pense pas. Quand on fait ça, là, d'abord, pour la base, ça ne fonctionne pas. On en a parlé un petit peu tantôt avec les petits pas. Il y a des gens qui me disent, Marc-André, c'est une porte d'entrée. Moi, quand les profs me demandent de leur donner une formation sur un logiciel XYZ, je dis oui, c'est une porte d'entrée. Si c'est une porte d'entrée, à un moment donné, les gens vont dans d'autres pièces dans la maison. Là. Ils ne restent pas dans les corridors. Il faut s'assurer que c'est une porte d'entrée dans la bonne bâtisse à la bonne rue. Partager des bons coups, échanger des idées, c'est bien, mais ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui nous ramène à quel est le réel objectif quand on parle de développement professionnel et de technologie, c'est de rehausser notre compétence didactique et pédagogique. On va le faire en se questionnant sur nos pratiques, en se réseautant. On va colliger nos ressources, encore une fois, en se réseautant. Puis, dans le fond, c'est de différencier le développement professionnel. Question clé pour vous là-dedans, pour éviter de se mettre la tête dans l'autruche, c'est de dire à quoi ça va servir quand on parle de technologie puis qu'on parle de notre développement professionnel. Est-ce que c'est pour moderniser nos pratiques ou les rehausser? Est-ce qu'on reste dans le bas du modèle sommaire à substituer ou à augmenter seulement, ou on s'en vient justement plus dans le haut, à modifier et à redéfinir ce qu'on est en train de faire dans nos pratiques pédagogiques et didactiques?
Ici, la mesure de l'effet, il y en a plein de choses à mesurer. On n'a pas l'habitude de les mesurer. On a l'habitude de mesurer des choses beaucoup plus simples, les résultats des examens, des trucs du genre. Mais c'est ça qu'on devrait être en train de regarder. La robustesse didactique du personnel enseignant, comment ça se mesurerait? J'ai des idées, je pense que ça peut se faire. Est-ce qu'on accepterait? Est-ce qu'on jouerait le jeu? Mais il faut. On veut être meilleur à ça. On veut que nos explications soient plus claires, plus accessibles, différenciées même. Mais je pense que de tout ça, la chose la plus importante, c'est la satisfaction professionnelle. Si je m'améliore, puis que les technologies m'ont aidé à devenir un meilleur pédagogue, je suis plus satisfait comme professionnel et tout le reste va mieux aussi. Oui, mais c'est pas tous les profs qui ont accès à une tablette ou à un ordinateur. C'est vrai, c'est encore vrai. C'est pour ça que j'ai proposé à certaines commissions scolaires, puis il y en a qui ont dit oui, un petit deal. Le contrat est le suivant. Le prof vient voir la direction et dit « Je m'achète une tablette. » Quelque chose de bien, là, pas celle qui est dans la pharmacie. Là. Quelque chose de bien, une bonne tablette, un petit plan de développement professionnel. Je vais regarder cette vidéo-là et celle-là avec mes collègues que j'ai choisis. On va regarder ça peut-être sur l'heure du dîner, peut-être après les heures de classe. Un plan de 3 heures de travail, max. Une bonne tablette. Puis la prochaine journée pédagogique qui ne me tente pas, me donne-tu congé? J'ai des directions qui disent oui. J'ai des directions qui disent oui à ça. C'est pas tout le monde qui va embarquer dans un deal comme celui-là. Mais une des directions qui a dit oui à ça me dit « Marc-André, tu le dis pas comme il faut. » C'est pas une journée de congé que je donne. Il dit le développement professionnel, il est différé. Il est fait à un autre moment. Fait que s'il y a une journée pédagogique qui lui tente pas, qui convient pas, qui veut pas, peut pas besoin, ça lui plaît pas, je serais tout simplement en train de gaspiller les deniers publics à forcer cette personne-là d'être là. J'aime mieux qu'elle m'arrive avec un plan, son plan, avec des choses dont on aurait discuté encore une fois. C'est pas n'importe quoi, ce plan-là. Mais je vais avoir donné le contrôle et les alternatives au prof. C'est le prof qui va avoir décidé. Deborah Baker l'a très bien dit, ça, c'est dans la vidéo. Vous avez peut-être vu, c'est rendu vieux, cette vidéo-là. Learning to Change, Changing to Learn. C'est en 2008 que ça a été publié. Elle dit, commencez avec le prof. Si je veux que mes élèves fassent des connexions à travers la planète, qu'ils apprennent à l'aide des technologies et qu'ils se réseautent, je vais commencer par mes profs. Je vais m'arranger pour que mes profs aient les outils en premier. Quand eux autres vont avoir compris la valeur de ça, la machine qu'ils peuvent amener à la maison, là, c'est toujours ça, là. Là, ils vont voir la valeur ajoutée pour l'élève davantage. Alors, je terminerai avec quelques mots pour l'école de demain. Puis là, vous me dites, l'école de demain, là, Marc-André, on n'a même pas fini d'implanter l'école d'aujourd'hui. On rattrape à peine le 21e siècle, mais on n'a pas déjà besoin de parler de l'école de demain. Je ne vais pas vous affoler, mais en 1956, sortait le rapport Tremblay. Le rapport Tremblay, on parle plus du rapport Parent en 63, en 66, là. Et en fait, c'est de là, plusieurs vous diront, que c'est là que ça a commencé à brasser les idées qui ont éventuellement mené à la commission Parent et à la création du ministère de l'Éducation en 64. On a roulé là-dessus un certain temps, est arrivé ensuite à la fin des années 70, le livre vert, le livre orange, les programmes verts. Vous vous souvenez des programmes verts? Vous avez connu ça, là, avec les codes à 6 chiffres, là? Ça, c'était l'approche par objectif qui arrivait à ce moment-là. On a roulé là-dessus jusqu'en 95-96, les États généraux. Ensuite, en 97, c'est Mme Marois, qui était ministre de l'Éducation, qui a lancé la politique Prendre le virage du succès, qui a donné lieu au renouveau pédagogique. Voyez-vous les marches de 20 ans ici? La prochaine n'est pas loin, là. C'est 2017-2019. On est dû pour une autre. Puis là, on pourrait dire, ah non, pas un autre grand questionnement sur le système d'éducation. Ça serait triste qu'il n'y en ait pas un autre. S'il n'y en avait pas un autre, ça ne veut pas dire que celui qu'on a trouvé avant était merveilleux, parfait, qu'on avait trouvé toutes les solutions. Ça voudrait seulement dire qu'on aurait arrêté de réfléchir. Il faut remettre ces affaires-là en question à la lumière de tout ce qui a changé dans le temps. Et je regardais le programme original, évidemment. Je parle déjà des fois comme si le renouveau pédagogique était fini. Là. Mais je regardais la mission de l'école dedans. Instruire, socialiser, qualifier. Je me souviens, je regardais ça en 2000, je dis oui, c'est exactement ça, en plein dans le mille. C'est vrai, c'est ça, aucun doute.
Puis là, vous commencez à me connaître un peu, je commence à regarder ça, puis je questionne, je dis, c'est drôle, hein, c'est instruire, c'est pas s'instruire. Curieux. Instruire, c'est quelque chose qu'on fait à quelqu'un. Hein. Socialiser, c'est pas l'école qui le fait. Hein. Elle offre un environnement à l'élève pour socialiser, pour apprendre à tisser des liens. Ben, s'instruire pourrait peut-être être du même ordre. Ça pourrait être se qualifier, mais c'est pas tellement ça qui m'agace dans le se qualifier. Ce qui m'agace davantage, c'est le mot qualifier. Qualifier, pour moi, c'est une connotation très athlétique ou industrielle. Hein? On se qualifie pour quelque chose. Il faut remplir des conditions pour avoir le droit de faire autre chose après. Pour moi, le citoyen, il existe bien avant son diplôme d'études secondaires. Et c'est pas tout le monde qui va se qualifier pour des choses. Il y a des gens qui créent leurs opportunités. Il manquait ça, peut-être. Si on me demandait, parce que la réflexion ne se fait pas là, inquiétez-vous pas, là, mais si on me demandait de lancer la discussion, ben, je changerais peut-être ces 3 mots-là pour ceux-là. Je voudrais que l'école soit un lieu pour apprendre, ça a l'air tout simple, ça a l'air tout bête, une distinction par rapport à instruire quand même, et participer. Apprendre, ça veut dire 1001 choses pour moi. La chose que ça ne veut pas dire, c'est restreindre. On est encore dans un programme, malgré tout, où il y a encore 9 disciplines, 9 domaines qui sont les mêmes depuis très longtemps. Puis pourtant, dans la vie, dans l'humanité, il y a beaucoup plus de ça qui mérite d'être appris. Il y a toutes sortes de choses que les gens font et gagnent bien leur vie même, dans toutes sortes d'autres champs, où ce qu'on voit à l'école, nous, est peut-être pas nécessairement présent. Participer aussi, ça veut dire plein de choses, mais dans le fond, ce que je veux, moi, c'est que je veux que les gens puissent mettre leur talent à contribution dans la société, quel que soit leur talent, et non pas les filtrer dans nos 9 disciplines. Oui, mais, Marc-André, l'école, c'est un buffet. Hein? Faut que l'élève, faut qu'il goûte un peu à certaines choses, sinon il n'ira jamais voir ces affaires-là. C'est important qu'on ait un curriculum unique et que tout le monde aille voir tout. Vous savez, un buffet, comment ça marche? Moi, je veux un grand buffet. Je suis d'accord avec l'idée du buffet, je veux juste qu'il y ait encore plus de tables. Évidemment, je suis d'accord avec le buffet. Mais quand vous arrivez dans le buffet et vous dites « Ah, tiens, de la poésie! » Ouais, ça m'intrigue un peu, ça, de la poésie. Je vais en mettre 150 heures dans mon assiette, puis vous êtes tous obligés d'en faire en même temps. C'est ça qui se passe avec nos programmes en ce moment. Quand il y a quelqu'un qui le fait, il faut que ce soit tout le monde qui le fasse. L'infographie, ah tiens, c'est intéressant ça, j'ai des amis qui aiment ça de l'infographie, j'aimerais ça essayer ça. Ah, faut que je mange 13 ans de pâté chinois pédagogique avant? Non, ça ne me tente plus. On perd peut-être des gens en cours de route parce qu'on attend qu'ils aient 16 ans avant de pouvoir avoir des choix. L'autre argument, c'est qu'on dit, mais toutes ces choses-là sont essentielles, Marc-André. Essentielles? Vraiment? Sauriez-vous reconnaître une métonymie? Savoir essentiel de 4e secondaire français. Moi, je l'ai appris là, je l'ai appris pour la conférence. Boire un verre est une métonymie. On remplace un substantif. Hein, vous ne buvez pas un verre, vous buvez le contenu du verre. Vous avez remplacé un substantif par un autre. Seriez-vous en mesure de calculer l'écart type d'une série de 12 données comme ça? Dans la vie, ça n'arrive jamais 12 données. C'est 1000 qu'il y a. Personne ne calcule ça à la main. Personne à Statistique Canada calcule ça à la main. La réponse est 7.9, je l'ai faite dans Excel, ça a pris 2 secondes. Est-ce que tout le monde est bilingue ici? Après 8 ans ou 9 ans à apprendre quelque chose, accepteriez-vous d'être pas bon? C'est curieux, pareil. On a tous eu ici au moins 8-9 ans. C'est plus maintenant. Mais nous, on a tous eu au moins 8 ou 9 ans d'anglais langue seconde. On devrait être bon. Si je fais 8 ans de piano, j'espère que je suis capable de jouer. Si c'est vrai pour l'anglais langue seconde, ça se peut-tu que ça soit vrai pour les maths, le français, pour tout? Est-ce qu'on est en train de s'acharner dans nos programmes? Est-ce que tout le monde apprenne la même affaire? Est-ce que l'instruire vient se rebondir sur ce qu'on peut vraiment apprendre? Cette chose-là qu'on essaye de faire aux gens, de les instruire, plutôt que de les laisser apprendre. Si ça prend tout pour faire un monde, ça prend des gens qui ont des talents différents, comme des super-héros. On ne leur demande pas toutes la même affaire. The Flash, il va vite, puis Aquaman, il va dans l'eau, puis ils font pas la même chose, puis c'est correct. C'est comme ça dans la vie aussi. Les gens ont des talents et des intérêts différents. On devrait célébrer ça bien plus, pas les amener, tout le monde, à les préparer de la même façon, à apprendre la même chose parce qu'ils ont le même âge. Le problème, c'est qu'on a pris un peu notre curriculum traditionnel et on en a fait un filtre.
les gens vont passer dedans, puis ceux qui ont bien réussi vont pouvoir faire des grandes choses, puis ceux qui ont eu de la difficulté vont aller travailler dans une chaîne de magasins. C'est Sir Ken Robinson qui l'a dit le mieux, ça. Il dit, l'éducation, d'une façon, crée une distance importante entre les personnes et leurs talents naturels. La réforme, une réforme, c'est insuffisant maintenant. Il faut changer le modèle, parce qu'une réforme, c'est seulement essayer d'améliorer un système qui, fondamentalement, a une faille, qui est brisée peut-être, au fond. Alors, l'objectif pour moi d'une nouvelle école, est-ce que ce serait à ce moment-là que tout le monde ait les mêmes compétences et savoir une culture générale? Évidemment pas. Parce que ça n'existe pas, une culture générale. Il y a maintenant, au nombre de personnes qu'on est sur la planète, il y a des cultures générales. Il y a plein de choses qui valent la peine d'être apprises. Alors pour moi, l'école, elle servirait à encourager la diversité, l'exploration, le dépassement, la découverte, à tisser des liens, à être bon à tout ça. J'espère que notre prochaine école va être une place où tous les élèves peuvent briller à tout moment et pas juste une fois de temps en temps quand il arrive enfin la matière qu'ils aiment. Que ce soit les maths, que ce soit la danse, que ce soit la langue, que ce soit l'histoire, ça peut être aussi plein d'autres choses. Petite question clé, anti-tête dans l'autruche, comment on va mesurer ça? Là, ici, je me permets de rêver. Moi, une école qui fait ça, bien, la société s'en tire mieux au grand complet. Si tout le monde est mieux développé, puis on respecte leurs talents, puis on les encourage à aller explorer des choses différentes, bien, tout le monde va être plus heureux, plus prospère, on va avoir plus de paix, plus d'espoir. C'est un petit peu rêveur, là, ce petit côté-là, j'en conviens. J'espère que ces différentes prises de conscience, si on veut, ces différents propos vous ont aidé à voir un peu qu'il peut arriver qu'on ait la tête dans l'autruche, puis qu'il faut faire preuve de courage, de sens critique et d'humilité pour essayer de s'en sortir. Puis j'espère que ça vous a donné des arguments aussi pour aider vos collègues, des fois, s'ils sont pris dans cette fâcheuse position-là, à aider vos collègues à se sortir la tête de l'autruche. J'encourage à le faire, parce qu'en plus, quand vous le faites, là, c'est tellement beau, c'est magique. Moi, quand je vois ça arriver, là, ça m'émeut. Merci beaucoup.